Pression continue sur la Russie. Plusieurs attaques de drones ont visé dans la nuit des maisons et un bâtiment administratif dans la région russe de Belgorod. S'agit-il de ce bâtiment du FSB qui a été incendié cette nuit? Regardez, on a eu des images cette nuit. Un bâtiment du FSB incendié. C'est une nouvelle preuve, évidemment, des attaques que subiraient les Russes depuis quelques heures, et ça en dit long sur la vulnérabilité de la Russie aujourd'hui. On va en parler avec vous, évidemment, vice-amiral Michel Hologaray. Merci beaucoup d'être avec nous. Ancien commandant de l'école navale, ancien directeur du Centre des hautes études militaires. Bonjour Olivier Védrine, politologue, rédacteur en chef du journal d'opposition russe, Russian Monitor, contributeur du livre Goodbye Poutine chez Ginko Édition. Vous nous avez apporté la récompense. J'ai reçu au Festival de Cannes. Vous avez, rappelez-nous le prix. C'est le prix de la diplomatie culturelle et je l'ai eu dans la catégorie médias. Et vous le prouvez, puisque vous nous apportez. Vous m'avez demandé de l'apporter sur le plateau. Voilà. Je l'ai apporté sur le plateau. Et c'était un événement sous le patronage de Olena Zelensky. Et donc j'ai reçu ça. Et donc vous étiez très heureux de ça. Par ailleurs, vous organisez demain une réunion de l'opposition russe. J'organise pas, je fais à partie Paris. Des gens. Vous faites partie des acteurs. Je fais partie des acteurs, oui. Exactement. Et je suis pas tout seul. Le grand organisateur, c'est Gudkov, Gennady Gudkov et Khodorkovsky. Voilà. Et Gudkov, vous nous rappelez sa fiche? Gudkov, c'est un ancien député de la Douma, ancien vice-président de la commission sécurité de la Douma, et ancien colonel du FSB d'ailleurs, et qui est passé à l'opposition en 2012. Qui habite où? Qui habite en France. Qui habite en France. Ouais, et qui fait partie de Parlement en exil? Oui, aussi, avec sous l'égide qui a été lancée par Ilya Ponomarev. Voilà. Mais Khodorkovsky sera avec vous en visio? Alors, Khodorkovsky doit venir. Voilà, on rappelle, c'est un oligarque qui est entré dans l'opposition à Poutine aujourd'hui. Il doit venir. Il y aura aussi des gens du groupe de Kasparov, notamment Tyutrine devrait être là, le bras droit. Il y aura des gens de Russie Liberté. Il y aura on essaye de réunir le maximum, faire une plateforme. Ce sera le club de Paris. Voilà, la structuration de l'opposition russe en exil. Voilà. Évidemment, et beaucoup de parlementaires français et des parlementaires européens aussi. On suivra ça, évidemment. Bonjour François Clémenceau, merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef international pour le journal du dimanche. Vous revenez tout juste d'Ouzbékistan, d'une ville d'ailleurs très évocatrice, Samarcande. C'est une belle ville, Samarcande. C'est une ville extraordinaire qui est donc au carrefour de plein d'influences, à la fois asiatiques, russes, turques, iraniennes. Et la ville avait été choisie parce que l'Ouzbékistan fait partie des pays membres de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Et donc, cette banque a, parmi ses travaux de cette semaine, a estimé donner un chiffre pour la reconstruction de l'Ukraine, puisque ça y est, il faut y penser maintenant, puisqu'on ne va pas prendre de retard. Et donc, l'évaluation du chiffre de départ est de 411 milliards d'euros, ce qui ne comprend pas ce qui a déjà été dépensé en termes de mesures d'urgence pour reconstruire, par exemple, les infrastructures qui ont été bombardées par la Russie, mais qui évalue la reconstruction de ce qui a été détruit et de ce qui doit être reconstruit en mieux. C'est le fameux Build Back Better des Ukrainiens. On ne va pas reconstruire à la soviétique ou à la russe, on va reconstruire à l'ukrainienne et si possible très 21e siècle. Et donc c'est l'évaluation de ces dépenses-là, sans compter toutes les dépenses afférentes pour reconstruire, entre guillemets, les institutions. Alors ça, c'est de la coopération, c'est de l'expertise, c'est ce qui va permettre à l'administration ukrainienne de se mettre au niveau de l'adhésion à l'Union européenne dans les 10 à 20 ans qui viennent. C'est colossal, et quand on y réfléchit, c'est totalement vertigineux, parce qu'on ne répond pas non plus à la question qui va payer, en combien de temps, et avec quelle contrepartie pour... 410 milliards, c'est sans compter ce qui encore va nécessiter des sans travaux compter de le coût de ce qui sera détruit pendant la contre-offensive et la contre-offensive s'il y en a une. Et alors le qui, on ne sait pas. Eh bien, les pays membres de la Banque certainement, mais pas uniquement. Il y a probablement les États-Unis, l'Union européenne et la BERD annonce cette idée de vouloir faire en sorte que tout le processus de reconstruction soit supervisé par le G7. Autrement dit, y compris par le Japon, qui est, on le sait, un grand bailleur de fonds international. Passionnant. Un chantier considérable, évidemment, et pour les Ukrainiens, une condition d'avenir, pour que ce ne soit pas un pays croupion qui vive pendant des années, qui vivote, évidemment, sous
sous le boisseau, sous la pression des dégâts considérables. Ouais. Alors les Ukrainiens étaient invités à Samarcande, ils n'y sont pas allés parce que le président ouzbek s'était rendu sur le défilé de la Place Rouge le 9 mai et donc ils ont dit on n'ira pas serrer la main d'un monsieur qui cautionne la guerre de Poutine, mais ils ont fait envoyer beaucoup de messages pour signaler à quel point évidemment la reconstruction était importante pour eux. D'accord. Et la Baird a eu le droit d'organiser cette réunion naturellement. En Ouzbékistan, qui pourtant est un proche de Poutine. Bonjour Margot Haddad, merci beaucoup d'être avec nous. Éditorialiste international LCI, qu'on retrouve bien entendu tous les matins dans la matinale. Et vous êtes au fait des derniers développements de ce qui s'est passé ces dernières heures dans ces territoires russes qui ont donc subi une attaque sans précédent, puisque c'est la première fois, dans le fond, qu'une telle offensive a lieu en territoire russe. Quel que soit son résultat, on va en parler, parce que c'est vrai que le point d'arrivée n'est pas très clair, mais quel que soit son résultat, on va essayer de comprendre ce que ça révèle, cette incursion des combattants anti-Poutine de l'autre côté de la frontière ukrainienne. Dès d'abord, nous allons découvrir la citation du gouverneur de la région. Qu'est-ce qu'il dit ce matin? Il dit que l'opération de ratissage menée par le ministère de la Défense et les forces de l'ordre se poursuit. Donc ça, c'est la réponse des autorités russes qui dénoncent, vous le savez, une opération terroriste. De quoi parle-t-on? Bonjour Nargis Hadji. Merci beaucoup d'être avec nous. Reprenons dans l'ordre ce qu'il s'est passé effectivement hier, Nargis. Eh bien, hier, en fin de matinée, 2 groupes armés russes basés en Ukraine annoncent qu'ils ont traversé la frontière. Les images montrent qu'ils sont lourdement équipés, outre des armes, on le voit juste ici, des véhicules, 10 véhicules blindés ainsi que des chars. Ils auraient même volé des chars de l'armée russe. On les reconnaît évidemment car il y a ce Z juste ici sur lequel ils ont collé une affiche appartenant à leur groupe. Alors où les événements se sont-ils passés? D'après ces groupes armés dont nous dépendons pour donner les informations, ils sont d'abord entrés à Kozinka. Kozinka, vous le voyez, c'est tout proche de l'Ukraine. C'est à peine à 600 mètres de la frontière ukrainienne. Ils affirment avoir pris le contrôle de cette ville. Puis Glotovo. Selon le gouverneur de l'oblast de cette région, 2 personnes ont été blessées justement dans le bombardement de cette ville. Et ce n'est pas tout, les 2 groupes seraient ensuite entrés dans Gora-Podol, à environ 60 km de la ville de Belgorod, avant de se rendre à Graïvoron, à une vingtaine de kilomètres de là. Est-ce que ces opérations ont été revendiquées? Si oui, par qui, Nargis? Oui, par 2 groupes paramilitaires russes. Le tout premier, la Légion Liberté de la Russie, il a été fondé en mars 2022. Quelques jours seulement après le début de la guerre, l'unité se compose de déserteurs russes qui ont rejoint le camp ukrainien, mais aussi de citoyens russes qui vivaient en Ukraine avant le 24 février 2022, ainsi que de certains Biélorusses. Ils ont revendiqué ces attaques sur leur compte Telegram. On écoute. Такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми, чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской... Qui parle russe ici voilà. C'est César, donc il dit qu'il veut effectivement libérer la Russie pour que ses enfants, ses petits-enfants vivent dans un pays libre. Je résume. Voilà. Merci pour ce résumé. C'est à vous, Nargis. Et le deuxième groupe paramilitaire, le corps des volontaires russes. Celui-ci a aussi vu le jour en 2022, mais c'est un groupe plus radical. Son fondateur, Denis Kapustin, est un suprémaciste blanc. Il milite pour une Russie ethniquement homogène et depuis 2 mois, il est même sur la liste des personnes recherchées par le ministère russe de l'Intérieur. L'homme est notamment soupçonné d'avoir tenté de tuer l'oligarque russe Konstantin Malofiev. C'est aussi via Telegram qu'ils ont pris la parole. On écoute. Les combattants du corps des volontaires russes sont de nouveau en Russie. Les combattants du corps des volontaires russes ont à nouveau franchi la frontière de la Fédération de Russie. La Russie sera bientôt libre. Nous sommes de retour dans la mère patrie. Nous sommes à la maison. L'heure de la lutte pour la liberté de la Russie a sonné. Alors jusqu'à présent, les 2 groupes assez différents invoquaient leur divergence idéologique pour refuser officiellement toute collaboration. 2 organisations distinctes, mais elles se sont rejointes sur 2 choses, la lutte contre le régime de Vladimir Poutine. Le FSB a classé la région de Belgorod sous le régime légal de zone antiterroriste, ce qui facilite 2 choses. La toute première, les contrôles d'identité, et la deuxième, cela permet d'évacuer les civils en urgence. Écoutez. Завершаем
Nous terminons maintenant un porte-à-porte dans les villages frontaliers et dans la ville de Graïvoron. La plupart de la population a quitté la zone. Ceux qui n'ont pas la possibilité de partir avec leurs propres moyens de transport, nous les aidons. Ceux qui en ont la possibilité partent avec leurs propres moyens. Et donc ces évacuations ont déjà commencé hier. Ces bus que l'on voit à l'image ont pris la direction de Belgorod-ville, donc à environ 80 km de certaines villes. Et de nombreux civils ont aussi tenté de fuir de leur ville par leurs propres moyens, par voiture, ce qui a créé, vous le voyez, un embouteillage majeur sur l'autoroute entre les colonies près de la frontière ukrainienne et la ville de Belgorod. Voilà, donc pour le résumé, ce que l'on sait, parce que évidemment nous sommes dépendants des communications des uns et des autres, la Russie est toujours aussi opaque, les Ukrainiens se tiennent à bonne distance, on verra s'ils sont vraiment totalement étrangers à cette affaire, et puis évidemment les auteurs, eux communiquent à foison, c'est évidemment un des buts de cette opération. François Clémenceau, qu'est-ce qui vous frappe? D'abord, je dirais que la façon dont ils sont entrés en Russie, la fragilité des frontières, si on peut dire ça comme ça, après 15 mois de guerre, est quand même assez étonnante. Oui, et en même temps, quand j'ai entendu les premières nouvelles et le mot Belgorod qui revenait le plus souvent, c'est de me dire que Belgorod, on en entend parler en fait depuis pratiquement le début de la guerre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est cette grande ville à proximité de la frontière ukrainienne fait partie des 3-4 villes qui s'étendent le long de la frontière entre la Russie et l'Ukraine, est considérée comme l'une des bases arrières, à la fois pour la formation, pour l'acheminement du matériel, pour l'acheminement des carburants, pour l'acheminement des nouvelles recrues qui arrivent dans cette mobilisation qui avait été décrétée à l'automne dernier. Belgorod est devenue, littéralement, j'allais dire, pour les Ukrainiens en tout cas, la cible qu'il faut maintenir sous pression, sous peine de la voir extrêmement active. Quand vous dites Belgorod, c'est la région, c'est la ville qui est quand même assez éloignée de la frontière. La ville est éloignée, mais en même temps, vous voyez bien les ramifications qu'il y a tout du long de cette route qui conduit jusqu'à la frontière. C'est par ces routes-là qui partent de Belgorod, qui est le centre de l'oblast, que vont arriver les troupes, les munitions, les hommes, les renseignements, la logistique, etc. Donc c'est une base arrière. Elle a été à plusieurs reprises frappée tout au long de la guerre, mais c'est la première fois que de l'Ukraine viennent des troupes à pied, faire non seulement du sabotage, mais en plus essayer de marquer, de planter le drapeau sur le terrain. C'est ça qui est fondamentalement nouveau. C'est-à-dire que ce ne sont plus seulement des opérations qui permettent de limiter la capacité du front arrière à alimenter le front dans le Donbass, c'est la capacité des Ukrainiens et de leurs alliés, en l'occurrence russes, de l'intérieur, à pouvoir saboter de l'intérieur l'effort et à psychologiquement marquer l'idée que, à partir du moment où votre guerre arrive chez nous par cet endroit-là sera frappé. Alors, c'est pas non plus la grande profondeur de la Russie. On ne frappe pas à Moscou, on ne frappe pas non plus à des centaines de kilomètres, mais par des opérations de sabotage, par ce que les Russes appellent du terrorisme, c'est-à-dire, ils font probablement peur à une partie de la population, et donc ces populations sont amenées à fuir, ce qui est terrible. Ce qui est terrible, parce que c'est la première fois aussi que vous avez des Russes de l'autre côté de la frontière qui sont obligés de reculer. Et alors, c'est vrai qu'il y avait déjà eu des incursions à Briansk, par exemple, mais c'était des opérations, un peu pieds nickelés, enfin très, très limitées. Là, on a quand même, nous disait, des armes, des chars, 10 véhicules blindés. Là, ils se sont, et des drones, ils se sont renforcés. Mais Briansk, ça restait un commando, c'est-à-dire que... comparé à ce qui s'est passé autour du Kremlin. Ça, c'était Briansk, par exemple, Margot. Là, on a des hommes armés à Briansk, et Briansk avait tout de même fait 2 morts, donc c'est non négligeable dans cette guerre où on frappe très rarement tout de même le territoire russe. Mais il ne faut pas se leurrer, qui se cache derrière ces commandos qui ont attaqué Belgorod? Il y a certainement les services ukrainiens, services de renseignement ukrainiens. Alors, on y viendra tout à l'heure, mais ce n'est pas une possibilité que ça se fasse sans feu vert. Ça, c'est intéressant. On va s'y arrêter tout à l'heure et nous serons en liaison avec Mélina Huet, qui est à Kiev et qui aura les dernières informations. Ce qui nous frappe, c'est quand même que la Russie ne garde pas mieux ses frontières.
Là, on l'a vu depuis un certain temps, tout de même, entre Belgorod. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de militarisation à ce niveau-là. Il n'y avait pas de militaires au niveau de Belgorod. On a vu qu'ils ont pu avancer de 20 km depuis la frontière ukrainienne, ce qui est non négligeable. Et donc, à partir de ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il y a une porte d'entrée vers le territoire russe et que c'est pour ça que je revenais sur les services de renseignement ukrainiens, puisqu'il y a besoin d'avoir ces renseignements-là pour pouvoir avancer, en tous les cas, au-delà de la frontière. Donc, il y a des renseignements, mais il y a une forme, encore une fois, de vulnérabilité qui nous frappe, nous. Alors, vous, le militaire, vous allez nous dire, vice-amiral, mais c'est vrai que vous regardez, c'est comme ça qu'on pourrait effectivement résumer notre questionnement. C'est une passoire, c'est quand même la frontière avec l'Ukraine. La Russie est en guerre avec l'Ukraine, c'est même elle qui l'a lancée. Et on entre comme ça avec des chars? Oui, tout à fait. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut replacer ça dans l'offensive, le cadre de l'offensive ukrainienne qui a déjà commencé depuis un certain temps, avec les frappes dans la profondeur, les frappes sur la Crimée, donc le sud, et puis maintenant les frappes dans le nord avec des moyens différents, mais qui tendent à allonger la ligne de front. Les troupes russes ne savent pas où aller, si vous voulez. La Crimée est attaquée, leurs arrières sont attaqués, comme vous l'avez souligné, leurs nœuds logistiques sont attaqués comme Belgorod, et ils le font avec une économie de moyens extraordinaire. Le bilan que l'on peut comparer entre les moyens utilisés et la panique que ça peut semer dans l'organisation générale russe est fabuleux. Et très positif pour les Ukrainiens. Car maintenant, avec des milices, on pourra parler du rôle des milices qui ne sont pas des outils habituels dans nos démocraties. On pourra en parler pour la Russie, mais pour l'Ukraine aussi. On s'aperçoit que là, il y a l'utilisation d'un outil non prévu, c'est-à-dire des Russes qui veulent reprendre la Russie. Et d'ailleurs, ce qui est significatif, c'est que ce n'est pas un objectif militaire qui a été frappé. Comme l'objectif de ces deux factions, dont l'une est plus extrémiste que l'autre, voilà, il y en a une qui est intégrée dans l'armée ukrainienne, l'autre l'est beaucoup moins. Eh bien, l'objectif étant politique, c'est le FSB qui est frappé. Mais ne disons pas que ce sont forcément ces milices qui l'ont fait. Tout cela est fait en étroite collaboration avec les forces ukrainiennes, mais vous voyez, avec des moyens qui sont extraordinairement légers pour une panique que vous avez soulignée à juste titre, qui est inconventionnelle. Incroyable. Alors Prigojine lui-même, hier, s'est évidemment arrêté quelques instants sur cette frontière passoire qui laisse passer n'importe qui. De facto, une guerre est en cours. Aujourd'hui, l'opération militaire spéciale s'est transformée en une véritable guerre. Ce n'est pas la première fois que des explosions se produisent dans les régions de Belgorod, de Koursk et de Briansk, et que des personnes sont tuées. Pour autant que je sache, l'armée russe ne fait rien pour renforcer nos frontières dans les directions par lesquelles l'armée ukrainienne peut entrer. C'est au ministère de le faire. C'est sa responsabilité directe. C'est le ministère de la Défense, donc il est obligé de défendre le pays. Bon voilà, tout est bon pour taper sur le ministère de la Défense russe. Oui. Donc Prigojine ne s'en est pas privé, mais quand même, il soulève un point aussi qui nous frappe. Vous connaissez ces mouvements, Olivier Védrine. Donc c'est intéressant de comprendre. Parce que nous, on a un peu de mal quand même. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils ont tenté dans le fond hier, ces hommes? Hier, je reçois un coup de téléphone en me disant voilà, ces deux organisations sont passées à l'attaque, ils sont passés à la frontière, ils ont. Alors j'étais un peu étonné, j'ai appelé tout de suite justement Gennady Goulkov, dire bon. On rappelle un député russe en exil, voilà, qui organise l'événement de demain, et je me suis dit bon, il m'a dit bon bah voilà, ils sont rentrés près 30 km, appuyé, comme vous le dites, par quelques blindés. 2 unités. Alors, 2 unités, ça veut dire quoi? Je pense 2 bataillons, peut-être 2 régiments, même pas. Vous voyez, 1000 hommes à tout casser. 1 millier d'hommes. 1 millier d'hommes à tout casser, voilà. Oui. Non, mais encore moins. Je dirais 1 millier d'hommes, quelques centaines à 1 millier. Je vois pas plus. Oui. À partir de là, si vous voulez, moi je pense que ça fait partie justement de la contre-offensive. C'est une opération qui s'inscrit dans cette contre-offensive pour tester les Russes, pour aussi mettre le désordre un peu dans cette Russie,
ces deux unités-là sont quand même appuyées par l'armée ukrainienne. Il y en a une qui est beaucoup plus intégrée que l'autre dans l'armée ukrainienne. Le matériel, c'est quand même du matériel de l'armée ukrainienne. Donc c'est une opération qui a été bien préparée, concertée entre l'armée ukrainienne et ces deux factions. On va essayer de comprendre ce qu'ils ont fait, à qui ça profite, mais un petit mot de ces deux corps de combattants qui sont donc animés par la même volonté de renverser Poutine. C'est leur objectif commun. On l'a dit, pas la même idéologie. Il y en a une qui est plus fréquentable que d'autres, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Bien. Mais, tiens, on va écouter d'ailleurs deux membres, deux combattants des corps de volontaires russes qui évoquent leur action et Poutine. L'ennemi ne pourra pas fuir. La Russie sera libre. Qu'est-ce que tu as à dire? Je ne sais pas quoi dire. Les frontières de la Russie sont cassées en deux. Et le grand-père Poutine? Il est très fatigué. Alors, grand-père, tiens, ça nous rappelle, il y a quelques jours, quand Prigojine s'en prenait un grand-père, il y avait des analyses divergentes. Est-ce qu'il parle de Poutine ou pas? Alors là, oui, grand-père, c'est Poutine. Et il va pas bien. Donc, il dit des choses qui sont factuelles. On passe la frontière comme on veut. Alors, casser la frontière, c'est peut-être beaucoup. C'est quand même beaucoup. Mais quand même, ils sont passés. C'est ce qui nous frappe. Ils sont sur le territoire russe. Ils ont réussi. Ils voulaient quoi? Ils veulent aller jusqu'à Belgorod, la ville, par exemple? Alors moi, je pense... Bon, mais là, on va voir les réactions. Il y a une garnison à Belgorod. Je voudrais savoir ce qu'elle va faire, cette garnison. Est-ce qu'elle va rejoindre les deux groupes, là, ou est-ce qu'elle va se battre contre les deux groupes? Donc, les heures qui arrivent, les jours qui arrivent vont être importants. Que va faire cette garnison de Belgorod? Bon, ils évacuent les ogives nucléaires, ok, mais il reste des hommes. Ils vont passer de quel côté? Voilà. Et par ailleurs, ce que ça a montré, parce qu'on passe les frontières, mais cette ville ou ces villages-là n'étaient pas défendus non plus. Ils sont quand même juste de l'autre côté de la frontière. Ils étaient quand même très exposés. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de soldats. Il y a une déclaration des habitants demandant de l'aide d'ailleurs à Wagner pour les aider au niveau de Belgorod. Il y a quelques jours, on avait vu cette vidéo où des habitants de Belgorod disaient ouvertement: nous demandons à ce qu'on nous sécurise, à ce qu'on nous amène peut-être même des armes. Et ils avaient même proposé à Wagner de venir les aider sur le territoire de Belgorod. Mais une chose qui est très intéressante, c'est l'alliance de ces deux groupes sur ce commando-là, puisqu'ils n'ont rien à voir au sein de leur idéologie. Et même lors de la déclaration d'Irpin en 2022, en août 2022, le RDK, donc le corps de volontaires russe, avait refusé de s'allier à Ilya Ponomarev, qui représente Liberté de Russie, qui est un peu devenu leur chef récemment, qui veulent tous deux tout de même des actions armées sur le territoire russe, mais qui n'ont pas du tout la même idéologie. Ilya Ponomarev est plutôt un homme de centre-gauche, on dirait, Olivier, alors que l'autre groupe est clairement un groupe néo-nazi. Donc ils n'ont pas la même volonté à terme. Et non, ça qui mais là, important. Ils se sont alliés pour un objectif commun. Et là, ils se seraient alliés et ce serait un véritable changement par rapport à 2022. Alors, preuve de la fébrilité des Russes.